Enfin, l'on reparle de l'arène mondiale de l'écologie, de celle devant laquelle le système politico-médiatique mondial se prosterne ou se couche. Je veux parler de Greta Thunberg, notre beauté suédoise brune comme les blés, dont je suis fou amoureux, je l'avoue, ce qui va engendrer une crise de jalousie terrible de la part de mon autre amoureuse, la plantureuse Marlène Schiappa d'amour, mais je n'y peux rien, les feux de l'amour ne sont pas toujours contrôlables. Ainsi donc, la séduisante Greta Thunberg revient sur le devant de la scène mondiale pour nous vendre la soupe bobo écologique des élites du monde entier. Il faut le dire, ces élites du monde entier ont un pouvoir de lessivage des cerveaux quasiment illimité, car ils possèdent les médias et tous les systèmes de communication possibles et imaginables, mais pas TV Liberté, Dieu merci. Alors, comme il a fait un peu chaud cet été et qu'il est tombé assez peu de pluie, l'occasion était rêvée pour que les écolos gauchos de tout poil se réveillent pour nous culpabiliser grave, je veux dire. Et les messages dictatoriaux s'accumulent. Vous devez moins rouler en voiture pour diminuer le réchauffement climatique. Vous devez moins chauffer votre habitation pour diminuer le réchauffement climatique. Vous devez ne plus faire de feu dans votre cheminée pour diminuer le réchauffement climatique. Vous ne devez plus utiliser le fioul et le diesel pour diminuer le réchauffement climatique. Vous devez faire Paris-Nice en bicyclette pour diminuer le réchauffement climatique. Vous devez. Les écolos bobos gauchos ne savent sans doute pas que la puissante NASA, la toute puissante NASA, a expliqué il y a un demi-siècle dans un rapport célèbre que les périodes de réchauffement climatique et de refroidissement climatique étaient dues au fait que si la Terre tourne autour du Soleil, l'orbite se déplace légèrement au fil du temps et engendre des périodes de réchauffement ou de refroidissement qui sont donc dues exclusivement au positionnement de la Terre par rapport au Soleil et en aucun cas à l'activité humaine. C'est la NASA qui le dit que je vous cause. C'est ainsi par exemple que le Canada a connu au milieu du 19e siècle une épouvantable période de chaleur et de sécheresse exceptionnelle qui a duré plusieurs années, transformant la terre en sable et causant la mort de dizaines de milliers de Canadiens et de centaines de milliers d'animaux. Mais évidemment, les écolobobos ne savent probablement pas que le Canada existait au XIXe siècle. Pour conclure, laissons les culpabilisateurs essayer de nous culpabiliser et menons tranquillement la vie que nous voulons mener avec nos voitures diesel et notre chauffage au fioul. Pourquoi pas ? Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, lorsque je pose la question « Les catholiques sont-ils catholiques ?» Certains d'entre vous peuvent imaginer que je me suis picousé à l'encre de Chine ou que j'ai fumé des feuilles de rutabaga. Et pourtant, chers amis téléspectateurs, beaucoup d'observateurs attentifs du monde catholique se posent cette question, à laquelle je vais essayer de répondre sans en référer cette fois-ci à Tante Gertrude, car il faut que je m'assume en tant que chroniqueur adulte. La question est donc « Les catholiques sont-ils catholiques ?» Que l'on soit catholique ou non, la question est passionnante, non ? Au fait, sur quoi s'appuient les catholiques du monde entier ? Sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament, sur la doctrine de l'Église et sur la tradition de ce qui s'est fait dans l'Église depuis 2000 ans. Le tout forme un ensemble parfaitement cohérent qui permet à tout catholique de baigner sereinement dans le catholicisme. Or, depuis un demi-siècle, et disons-le simplement depuis le Concile Vatican II, tout cela est consciencieusement remis en cause par les plus hauts dignitaires de l'Église catholique. L'Ancien Testament, une fable bien sûr. Le Nouveau Testament, à prendre avec des pincettes. La doctrine, chacun en fait ce qu'il veut. La tradition millénaire, à jeter à la poubelle. Tout cela se passe souvent dans un silence assourdissant du Vatican et du pape, quand le Vatican et le pape n'applaudissent pas des deux mains à tout cela. Il résulte un immense désarroi dans le monde catholique qui ne sait plus vraiment où il habite. Et ce désarroi augmente considérablement lorsque, par exemple, le curé de la cathédrale de Metz fait éjecter par la police des catholiques remarquables qui prient devant l'autel. Ces catholiques sont trop catholiques.
Je pense que les téléspectateurs de TV Liberté qui ne sont pas catholiques doivent se demander ce qu'est une institution mondiale aussi problématique. Cela dit, ce que l'on appelle le monde catholique de la tradition reste en grande cohérence avec les 4 piliers que je viens d'évoquer, ne lâche rien et s'apparente d'année en année comme étant l'avenir de l'Église. Décidément, l'important est de ne jamais désespérer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Les dirigeants du groupe Total ont-ils encore toutes leurs raisons? La question peut se poser tant la politique qu'ils mènent concernant le prix des carburants est aberrante. En fait, ils ont toutes leurs raisons, mais une raison complètement déraisonnable à la remorque des autorités politiques auxquelles ils sont manifestement complètement soumis. En voici quelques exemples. Il y a une quinzaine de jours, et donc avant la pénurie actuelle, à la station Total d'une petite ville de province, il n'était pas possible de mettre plus de 30 € d'essence ou de diesel dans sa belle petite limousine. Pourquoi cela? Parce que les dirigeants de cette station Total avaient décidé virilement qu'il fallait de l'essence ou du diesel pour tout le monde. Ils ont donc décidé virilement et dictatorialement d'organiser la pénurie, ce qui est d'autant plus aberrant que dans les stations du coin, il n'y avait aucune limitation d'aucune sorte. Et s'il me faut, moi, 60 € de gasoil pour aller chercher un de mes enfants malades? Non, nein, tant pis pour le gosse. Pour agir comme cela, soit les dirigeants se sont piqués au fioul, soit ils ont aspiré les vapeurs de gasoil, soit ils sont bêtes à manger du foin, pour reprendre l'expression favorite de ma chère tante Gertrude. Au choix. Second exemple, dans certaines grandes stations Total, le prix du diesel peut atteindre des sommets himalayens par rapport aux concurrents voisins, alors que le prix de l'essence peut être tout à fait raisonnable. Qu'est-ce que quoi que cela signifie que quoi que ça? Cela signifie que les dirigeants veulent tout simplement pénaliser le diesel par rapport à l'essence. Au nom de quoi, je vous le demande? Au nom d'une soumission totale aux bobos écolos qui veulent tuer la voiture qui marche au diesel avant de tuer la voiture tout court. Mais qu'on se le dise, ce prix exorbitant du diesel dans certaines stations Total rapporte énormément de gros sous-sous aux dirigeants de la station et donc au groupe et donc aux dirigeants du groupe. Il n'y a quand même pas de mal à remplir ses poches avec un argent venant de produits considérés pourtant comme étant si peu écologiques. Troisième et dernier exemple, il suffit de faire des comparatifs entre les différents distributeurs d'essence ou de gasoil dans un très grand nombre d'endroits pour constater que les prix affichés chez Total atteignent des sommets. Pourtant, ce groupe pétrolier d'une puissance considérable devrait donner l'exemple et adopter une attitude citoyenne et non une attitude écolo-bobo qui avogue dans le marais. Pour couronner le tout, Total organise la pénurie grâce à ses syndicats qui ont décidé la grève. Cela dans le groupe le plus puissant et le plus solide de France, dans lequel ses salariés sont particulièrement bien payés et bien protégés. Et là, nous dépassons le délire total. Décidément, les consommateurs que nous sommes ont de plus en plus intérêt à regarder de près les produits qu'ils achètent et à boycotter les voyous du système. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme nous le savons tous, l'hôtel de ville de Paris, dans lequel trône Hidalgo la Foldingo et son armée de rats, vient d'être envahi manu militari par des immigrés clandestins. Que de quoi qu'ils voulaient que des fois les immigrés clandestins? Eh bien, un logement, pardi! Mettons-nous en état d'apesanteur bouddhiste et réfléchissons. Pour comprendre ce que veulent les gens, il faut faire l'effort de se mettre à leur place pour pénétrer le mieux possible dans leur cerveau et décrypter le mieux possible ce qu'ils peuvent penser. Je me mets à la place d'un immigré clandestin. Que peut-il penser lorsqu'il envahit l'hôtel de ville de Paris? Me voilà donc dans la peau d'un immigré clandestin.
Première remarque. En fait, je ne suis absolument pas un clandestin, puisque j'apparais en chair et en os dans toutes les vidéos qui circulent à grande échelle lorsque j'envahis l'hôtel de ville de Paris. Or, un clandestin, par définition, clandestine en se cachant. Donc, je suis un immigré et c'est tout. Deuxième remarque, puisque je suis un immigré et que j'ai décidé de m'installer en France, personne ne peut m'en empêcher. Je sais parfaitement qu'à partir du moment où j'ai foulé le sol de la France, je suis pratiquement inexpulsable. Donc, je suis désormais français, je suis désormais chez moi en France et c'est tout. Troisième remarque, puisque je suis désormais chez moi en France, il n'y a aucune raison que je ne sois pas traité comme les Français de souche, puisque les valeurs de la République sont catégoriques. Tous les Français sont égaux et animés par la fraternité. D'ailleurs, regardez Macronor Egalitor Fraternitor. Il en donne le meilleur exemple, puisque dans son palais royal, entouré de ses milliers de serviteurs, gendarmes et autres personnes à son service, il mène une vie tout à fait à égalité et fraternité avec le paysan du Larzac qui vit dans sa petite ferme avec une retraite de 1 000 € par mois. Donc moi, ni immigré ni clandestin, j'ai droit à tous les droits des Français de souche. Et c'est tout. Quatrième remarque. Puisque j'ai droit à tous les droits des Français de souche, j'ai droit à un logement. J'exige un logement, et bien sûr à titre gratuit, puisque les nombreuses allocations que je touche doivent me servir à toute autre chose qu'à payer un logement. J'exige donc un logement gratuit, et c'est tout. Cinquième remarque, puisqu'il faut faire reconnaître mes droits, je me suis accoquiné avec toutes les associations gaucho-bobo immigrationnistes de France, de Navarre et du Maghreb, et c'est avec elles que nous avons concocté la prise d'assaut de l'hôtel de ville de Paris, et c'est tout. Sixième remarque, face à cette prise d'assaut, le pouvoir ne peut rien faire puisqu'il ne veut rien faire et donc, sus à l'hôtel de ville, je ne cours aucun risque et si je termine en prison, je serai nourri, logé gratuitement et c'est tout. Conclusion. Que mes amis africains fassent tourner le plus possible ce genre de vidéos et qu'ils me rejoignent très vite à Paris, ça en vaut la peine. Voilà ce que pensent aujourd'hui les immigrés dits clandestins, devenus instantanément français par le laxisme destructeur des élites politico-médiatiques. Après l'hôtel de ville, à qui le tour ? Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous le pensons et nous le disons haut et fort depuis février dernier, la guerre en Ukraine aurait dû être évitée, mais l'action délétère des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'Ukraine elle-même a eu pour conséquence de pousser Vladimir Poutine à déclencher ce conflit. Quand je dis cela, surgit tout de suite un problème important. Nous sommes des complotistes, nous disons n'importe quoi, nous ne sommes pas crédibles, nous bâtissons des fake news au kilomètre. Et pour toutes ces raisons, nous ne sommes absolument pas qualifiés pour parler de la guerre en Ukraine, dont le système politico-médiatique fait ses choux gras depuis 6 mois. Admettons, je suis d'accord. Nous sommes des complotistes, nous disons n'importe quoi, nous ne sommes pas crédibles, nous bâtissons des fake news au kilomètre et nous ne sommes absolument pas qualifiés pour parler de la guerre en Ukraine. Soit. Oui, ok, d'accord. Mais il y a un petit problème. C'est que François Fillon, revêtu de son plus beau costume lors d'une interview chez Europe 1, a dit mot à mot ou presque ce que nous disons depuis 6 mois sur la guerre en Ukraine. Il pointe de façon catégorique l'immense responsabilité des États-Unis, de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'Ukraine elle-même dans le développement de cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y a donc un petit problème, un petitus problemus, pour parler en latin comme le pape François. Car François Fillon gravite dans les cercles politiques depuis bientôt un demi-siècle, a été de nombreuses fois ministre et a même été Premier ministre pendant 5 ans. Alors, dire que François Fillon est complotiste est aussi stupide que dire que la ravissante, la séduisante, la sémillante Sandrine Rousseau aime passionnément les hommes. Donc, si François Fillon,
qui n'est pas complotiste dit exactement la même chose que TV Liberté sur la guerre en Ukraine, nous pouvons en déduire, après des journées entières de réflexion, que TV Liberté n'est pas complotiste. Donc, nous pouvons en déduire, après des journées entières de réflexion, que le système politico-médiatique dans son ensemble, qui dit exactement le contraire de ce que dit TV Liberté sur la guerre en Ukraine, est complotiste, dit n'importe quoi, n'est pas crédible, bâtit des fake news au kilomètre et pour toutes ces raisons n'est absolument pas qualifié pour parler de la guerre en Ukraine. Je trouve mon raisonnement admirable et imparable et je pense que Tante Gertrude va être enfin en admiration devant la profondeur de mon intelligence stratégique. Mieux vaut tard que jamais, chère Tantounette. Je vous souhaite une très bonne soirée.